Et finalement, avant d'entamer notre interview ce soir avec les invités sur l'Égypte, je vous laisse avec un commentaire sur la situation aux États-Unis, surtout dans la ville de Ferguson, cette ville où se poursuivait toujours jusqu'à hier et aujourd'hui aussi un face-à-face entre la police et les protestataires plutôt, malgré l'état d'urgence qui a été décrété, et ces violences n'ont cessé et qui interviennent à l'occasion de la commémoration de l'enfant d'un adolescent blanc qui a été tué par la police. Cet adolescent noir a été inculpé après avoir tiré sur la police. Il a été donc grièvement blessé par le feu nourri de 3 policiers qui ont riposté au tir et se trouvaient toujours à l'hôpital dans un état très critique. Aïchel nous donne plus de détails sur les violences à Ferguson aux États-Unis et comment la police, aux États-Unis, à Ferguson surtout, comment la police traite-t-elle les protestataires. Les affrontements se sont poursuivis dans la nuit de lundi à mardi à Ferguson. La police faisant face à des groupes de protestataires dans les rues de cette ville du Missouri où la mort de Michael Brown il y a un an avait provoqué des émeutes raciales. Les manifestants ont battu des tambours et scandé des slogans, jetant des bouteilles et des pierres sur les policiers qui ont fait usage de spray au poivre et arrêté plusieurs personnes. Ces affrontements sont intervenus après des violences qui avaient poussé les autorités à décréter l'état d'urgence dans la ville. Une fusillade avait éclaté dimanche après un rassemblement pacifique à la mémoire de Brown. Un jeune homme de 18 ans a été inculpé pour coups et blessures sur un agent de police, agression à main armée et pour avoir tiré sur un véhicule motorisé, avant d'être blessé par les 3 policiers qui ont répliqué. Les violences ont éclaté lorsque 2 bandes rivales ont échangé des tirs selon la police. Un homme qui s'enfuyait a alors croisé 4 policiers en civil installés dans un fourgon et tiré sur eux. Mardi matin, une centaine de protestataires étaient toujours dans les rues de Ferguson. Dans le centre-ville de Saint-Louis, proche de Ferguson, une nouvelle manifestation s'est déroulée. Plus d'une cinquantaine de ses participants ont été arrêtés. Une autoroute proche de la sortie de Ferguson a également été bloquée et d'autres manifestants interpellés dans la ville. Des violentes émeutes avaient agité Ferguson en novembre 2014 et s'étaient propagées à d'autres grandes villes américaines après l'annonce de l'abandon des poursuites contre le policier blanc qui a tiré sur Michael Brown. À Ferguson, où la police a été la cible de nombreuses critiques pour son racisme, confirmé par un rapport accablant du ministère de la Justice, le chef de la police et plusieurs responsables de la ville ont depuis démissionné ou été remplacés. À savoir que le nouveau chef de la police est un noir. بأجيال قوية أحقق أمانيكي بإيدي هبنيكي أجتهد لأعطيكي أخضر أراضيك معلقة عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح أبهر العالم بيك جميلة بكل ما فيكي بدمي أحميكي
Et de retour, chers téléspectateurs, avec cette dernière partie de l'édition de Direct, nous allons donc parler avec nos chers invités sur les derniers développements en Égypte, comme je l'ai cité tout à l'heure, après l'inauguration de ce gigantesque projet du nouveau canal de Suez. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à ma droite M. Ikram Zalat, qui est écrivain et critique de politique. Bonsoir, M. Ikram. Bonsoir, madame. Et également M. Wael Foued, qui est politologue et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 11 août et nous célébrons toujours en Égypte cette joie de l'inauguration de ce nouveau canal de Suez qui peut-être, selon des politologues, selon des experts, qui est un revers ou qui est un détour, plutôt un retour de l'Égypte sur la scène internationale. Et tout à l'heure, nous allons parler également de la relation de l'Égypte avec l'Afrique. Comment va-t-on se tourner vers l'Afrique pour mieux investir après l'inauguration de ce canal? Comment donc avez-vous suivi, M. Ikram? Comment étaient vos espoirs avant l'inauguration de ce nouveau canal? Voilà, je vais vous dire très honnêtement, comme vous dites, c'est un retour à l'Égypte. De l'Égypte connue, l'Égypte importante. Une fierté pour l'Égypte. Une fierté, évidemment, mais cette Égypte a toujours eu cette fierté. Ce retour est une reconfirmation ou une reconsidération que l'Égypte est toujours l'Égypte et qu'il y a toujours les mêmes possibilités de développement. Restait à trouver les éléments qu'il fallait, et en l'occurrence, Monsieur son président actuel, Abdel Fattah el-Sisi, qui est en train de remettre en ordre le pays, le système, les investissements, les programmes, les plans, les développements qui étaient prévus pour ce pays depuis très longtemps, oui, mais qui n'étaient pas mis en œuvre. Évidemment, M. Abdel Fattah el-Sisi l'a dit, et je pense qu'il le répétera, il fait, il envisage, il organise, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut que le peuple s'associe, il faut que le peuple s'implique, il faut que le pays veuille revenir à sa puissance, à son importance, à sa considération et à ses possibilités qui ont toujours été là. Il est évident qu'il a démontré au monde que quand même l'Égypte pouvait faire quelque chose de grandiose en peu de temps, pas les Égyptiens, grâce aux Égyptiens. Mais entre parenthèses, les Égyptiens en question, c'est certainement, basiquement, et pour ne pas dire totalement, l'armée et l'organisation de l'armée. Parce que l'armée est une institution importante, bien organisée, sérieuse, et qui ne vise pas une renommée ou une retombée personnelle. Oui. C'est pour ça que notre armée est très jalousée, et c'est pour ça que cette armée, il faut bien la conserver. Et il faut surtout la chérir, et la suivre et la respecter, et l'aimer. Oui. Voilà. Monsieur Wael, si vous avez suivi la presse étrangère qui a toujours un contexte assez sceptique face à l'Égypte, si vous avez suivi les journaux français par exemple, puisque nous sommes francophones ici, est-ce que vous avez remarqué un changement ou un revers dans la rédaction, dans le contexte des articles français après l'inauguration du canal de Suez, alors que la plupart de la presse écrivait aujourd'hui que le pari a été gagné par le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, un pari qui n'a pas porté beaucoup d'espoir pour peut-être les étrangers, mais pour les Égyptiens, pour la fierté de l'Égypte. Aujourd'hui, le contexte est très différent dans la presse et selon eux, c'est le chef de l'État qui a gagné le pari aujourd'hui. Oui, vous avez raison, c'est que le chef du patrie qui a gagné le pari, et puisque M. Hollande est venu en personne en Égypte, donc c'est tout à fait le changement de la vision de l'Égypte par les Français, par les Européens. Il faut dire que la France est en train de se créer un passage personnel aux pays arabes du Golfe, et en Égypte et en Afrique. Donc c'est une visite qui a rendu la situation de l'Égypte plus importante. Il est l'invité d'honneur, et on ne parle plus d'un complot, d'un coup d'État, tout est changé, parce que en fait, les Français et les Européens sont les plus intéressés à investir chez nous
et à regagner ou bien à D'autant s'acquérir. plus que c'est une société française de médias qui était chargée aussi de transmettre en direct les festivités de l'inauguration du nouveau canal de Suez. Ah oui, en fait, c'est très important pour eux aussi parce que les relations égypto-françaises durent il y a à peu près plus que 150 ans. Et c'est eux qui ont pensé en premier temps à cette histoire du canal de Suez. Et l'histoire dit que les Français aiment l'Égypte et ça s'est bien changé. Il faut dire que les Français trouvent... C'est depuis d'antan, Eugénie, oui, le roi Farouk. non pas seulement Eugénie, mais c'est de Smaïl Pacha qui a créé tout cet endroit où nous sommes maintenant, depuis la place Tahrir, centre-ville, qui a tout changé cet endroit pour créer que voilà, c'est l'entrée des festivités et cette inauguration. Il ne faut pas oublier que la France a privilégié l'Égypte en procurant des Rafales. Trois Rafales maintenant, et on a promis 21 autres avions. Et donc c'est un changement direct, flagrant, très bien reconnu. Et on dit que voilà, on ne parle pas que les Français sont avec les Allemands. Non, et, la France est un pôle important aux pays européens, à la zone euro. Oui, les Français n'étaient pas tellement avec les Allemands à la zone euro lors de la crise grecque avec Alexis Tsipras et la crise par laquelle est passée la Grèce. La France et l'Allemagne étaient... va souffrir aussi. Oui. Il y a un déficit de budget à peu près 50 milliards d'euros. C'est un très grand nombre considérable, un chiffre très important en économie. Et ils cherchent à se libérer de toute cette histoire. Mais en fait, ils ont été pris à la piège, puisque les Grecs ont promis des choses... des réformes très sérieuses, en fait. Monsieur Ikram, si on parlait aussi que la destination aujourd'hui, les médias aussi parlent que la destination des investissements du tourisme ne sera pas les pays Golfe, des pays du Golfe, ne sera plus Dubaï, ne sera plus le Qatar. Les investissements et le tourisme vont se tourner vers l'Égypte. Bien sûr, on ne s'attend pas à ça dans quelques jours ou dans un mois ou deux, puisque nous sommes toujours en début de l'inauguration du nouveau canal. Mais est-ce que vous êtes d'accord que l'Égypte sera de retour, certainement, comme une destination principale pour le tourisme et l'investissement? Je dois vous dire que j'ai discuté dernièrement avec des gens de profession et j'ai trouvé qu'ils avaient raison de dire, quelque part, ou du moins j'ai découvert, de dire qu'aujourd'hui le tourisme est lié à la politique, quelque part. Et que si un tourisme peut prendre de l'expansion, c'est quand même à la base parce qu'il y a une politique claire. Et je peux prendre un exemple. Politique et sécurité ou politique? Une politique générale du pays. Et quand je dis une politique, j'entends par là une sorte de liberté, une sorte d'institution bien organisée. Et c'est le cas de la France. La France est le pays qui a le plus grand nombre de touristes dans le monde. Ils ont autant de touristes que de citoyens. Et ça, c'est chaque année, chaque année, chaque année. Et pourtant, ce n'est pas seulement la France qui est un beau pays, ce n'est pas seulement la France qui a une histoire, il y a beaucoup de pays. Et ce n'est pas que la France est un très bon marché, et ce n'est pas que la France a tout à côté, quoi, la mer, la montagne, non. Paris, c'est Paris, le sud, c'est le sud. Alors qu'ici, bon, à 200 km, on est au bord de la mer. C'est quand même important. Et, bon, mais la raison, c'est que, au point de vue tourisme, la France est reliée à sa politique est très claire. Son système, son organisation, son développement, il considère cela d'une façon très importante. Pourquoi? Parce que le gouvernement change, le président change, les gens vont à droite, et puis ils vont à gauche, et puis ils deviennent au centre, mais les institutions ne changent pas. Les règlements sont les règlements, les systèmes sont les systèmes, c'est tout simplement une tendance. On a plus tendance à aller vers la démocratie que vers la République, comme en Amérique. Mais ça ne bouge pas. Les éléments de base, c'est ce qui nous manque ici. Pourtant, nous avons l'exemple majeur de la pyramide. La pyramide ne bouge pas. Elle est là, elle a ses quatre coins, elle est bien là depuis des milliers d'années.
Il n'y a pas une pierre qui est tombée dans le sens d'un danger. Et pourtant, c'était fait à l'époque d'une façon, si l'on peut dire aujourd'hui, primitive. Oui. Donc, pour que ces investissements reviennent, ils vont revenir. Mais regardons quand même les choses d'une façon plus évidente. C'est quoi les investissements? C'est l'intérêt que ça rapporte à la personne qui investit. Alors que ce soit l'Égypte ou le Tombouctou ou le Zimbabwe, tant que ça lui rapporte et que ça ne représente pas pour lui des problèmes et des, comment on appelle ça, des manipulations administratives et des papiers et des conditions et des taxes et autres, l'Égypte pour lui, bon, s'il l'aime, s'il la préfère, pourquoi pas. Mais ce n'est pas la raison que c'est les raisons que l'investissement est facile et que l'investissement peut rapporter et qu'on n'a pas les problèmes de taxes et autres, qui est la grande différence quand même entre le Moyen-Orient et l'Europe. Oui. Et entre l'Europe et l'Amérique. Oui. Donc si vous voulez, du point de vue investissement, pour compléter cette réponse, tout est possible. Oui. Mais il faut que les conditions soient claires, que les intérêts soient bien déterminés Mutuel et aussi. que les investisseurs qui viennent investir sont à l'aise et trouvent que leur intérêt est là. Alors ça va aider à aimer plus le pays, à développer plus le tourisme, certainement, pourquoi pas. Mais si vous voulez, tout pays qui, dans son investissement, est progressif et évolué, il porte à un développement touristique par la force des choses. Alors, quoi dire de plus que l'Égypte a tout ce qu'il faut, les endroits, les moyens, les plages, les mers, les sites, les antiquités, la distance, le calme, le luxe, la pauvreté et évidemment, ce qui plaît beaucoup aux Européens mais qui fatigue beaucoup les Égyptiens, c'est le folklore du pays. Oui. Voilà. Monsieur Wael, les appels se sont multipliés pour l'investissement en Afrique, alors que certains experts, certains politologues estiment que c'est l'Égypte qui devrait plutôt se tourner vers l'Afrique. Ce n'est pas l'investissement africain en Égypte, ce continent qui est donc qui est une extension naturelle à l'Égypte depuis longtemps, qui a été négligée par les anciens présidents. Nous nous sommes tournés vers l'Afrique et la première preuve est non seulement les grands chefs d'État et les chefs de gouvernement qui ont assisté à l'inauguration du nouveau canal, mais aussi l'invitation par le chef de l'État à des journalistes africains, l'interview qui a été très claire avec eux. Aujourd'hui, est-ce que c'est le moment adéquat, ces mois, disons les mois à venir, d'investir en Afrique ou pas? Oui, c'est très important pour les Égyptiens comme pour les Africains. Les différents pays africains jouent un rôle important, surtout les pays du bassin du Nil. En Éthiopie, on a certains problèmes, oui, en fait, mais il faut échanger les intérêts et ceci implique des lois à stipuler, des règles à élaborer et ceci nécessite aussi d'aller plus vite au maximum au Parlement. Parce que les investisseurs sont toujours là, dans tout pays, oui, et il y a toujours des dangers dans tous les pays du monde. On a récemment vu en France, partout. Aux États-Unis. Aux États-Unis En même. Turquie aujourd'hui. En Turquie aujourd'hui. Depuis une semaine même. Oui, donc le Et problème... c'est toujours à cause de la politique. Ah ouais. Tous les problèmes dangers ne viennent que de la politique. Ils ne viennent pas d'un peuple. Ils ne viennent pas d'une idée, ils viennent de la politique parce que les uns sont contre les autres, les uns veulent le pouvoir, les autres veulent les enlever. Oui, mais aux États-Unis, c'est pas un peu la politique, c'est une discrimination plutôt en noir et blanc et adolescence et comment la répression de la police. Ce qui est pire. Ce qui est pire, oui. Mais enfin, nous, on est mieux que l'Amérique quand même. Certainement. Oui, c'est vrai. La civilisation dit cela. Donc, vous êtes donc pour un investissement très direct, très vite. Oui. Et donc, ce continent, monsieur l'Africain ou l'Afrique en général, va-t-elle donner un pied de nez à l'Occident qui ne l'a pas aidé à émerger ou pas? Oui, la préférence, c'est de travailler avec mes confrères africains et constituer une force et une puissance économique et politique, parce que l'Égypte aussi va représenter la voix de l'Afrique si elle sera élue au Conseil national des Nations Unies. Pardon. Et cette élection devrait être, on doit être à la hauteur de cette élection par les autres Africains
et on a besoin d'eux, c'est-à-dire que nous sommes les plus proches, les intérêts s'échangent. Et il y a longtemps qu'on aurait dû faire ça, il y a après l'attaque de Moubarak Addis Abeba. l'attentat à sa vie à Addis Ababa, tout cela a été rompu et on ne parle pas que d'Israël et la paix et on est devenu je ne peux pas dire que l'Égypte a laissé son prestige, est devenu l'allié négatif des États-Unis et des Américains. On dit cela que toujours Moubarak applique les idées américaines ou bien il suit les Amériques et il néglige l'Égypte, il néglige l'Afrique. Toute cette histoire a beaucoup impressionné, a laissé beaucoup de mauvaises empreintes sur les relations égypto-africaines. Monsieur Ikram, vous avez... Juste pour faire un gag sur ce que vient de dire le docteur et la question que vous avez posée, dernièrement j'ai reçu un truc très sympathique, comme quoi dans le temps on lisait Tintin en Afrique. Maintenant on lit les Africains chez Tintin. Ce qui est un peu vrai, ce qui est un peu dans le sens que vous venez d'élaborer au niveau de la question. C'est vrai. Voilà. Il y a quelques secondes que la politique est la base essentielle des relations et la base pour les investissements, pour la sécurité. Aujourd'hui, l'Égypte, comment va-t-elle gérer ses relations avec le continent africain, comme je l'ai cité toujours, qui est l'extension naturelle de l'Égypte, alors que l'Afrique est aussi minée par beaucoup de conflits, par des problèmes de terrorisme. Comment va-t-on travailler pour lutter contre le terrorisme? D'autant plus que l'Égypte et certainement l'Afrique, les deux veulent ouvrir une nouvelle voie très grande pour les investissements entre les deux pays. Écoutez, pour être honnête et répondre à cette question, et en parallèle aux informations que nous donnait mon confrère, le docteur, l'Afrique aussi est dans une situation, l'Afrique en général, oui. Les Africains en particulier, et peu importe quel pays, de quel pays nous parlons de la région de l'Afrique. L'Afrique aussi, elle est dans une phase de transformation et de développement et de progression. Oui. Comme nous. Ils n'ont pas eu une histoire qui a commencé et qui s'est terminée, si l'on peut dire ainsi. Eux, ça continue. Parce que, d'après ce que je pense, après les colonisations françaises de l'époque, et après toutes ces périodes où ils auraient pu se développer, il n'y a qu'un ou deux pays d'Afrique qui s'est développé, parce que les colonisations qu'ils avaient étaient anglaises et non pas françaises. En parlant par exemple de l'Afrique du Sud ou du Zimbabwe, par exemple. Et puis il est venu un monsieur comme Mugabe, il a renversé la donne et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Le pays n'a pas avancé. Il n'y a que l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que la politique de l'Afrique du Sud est claire. Elle est bien comprise, elle est bien déterminée. On sait très bien à quoi, même s'il y a encore des problèmes un peu d'apartheid et de couleur, mais c'est infime par rapport à ce que c'était. Ouais. Donc la preuve, c'est que les gens s'intéressent à l'Afrique du Sud, à part le climat, à part le fait que touristiquement c'est très agréable, à part qu'il y a une liberté totale et que c'est pas parce qu'on est noir ou blanc, puisque les deux sont africains du Sud, qu'ils soient noirs ou blancs, pareil. Donc c'est important. Par rapport à l'Égypte et par rapport à l'investissement et par rapport à l'information dont vous parliez tout à l'heure, il faut que pour que les choses se développent, que les gens, que les institutions, que le peuple, que les concernés démontrent leur intention, leur capacité et leurs possibilités. Si vous me demandez de venir et de rentrer dans un groupe et que dans ce groupe je ne vois ni affinité, ni compréhension, ni réglementation, je me dis mais qu'est-ce que moi j'ai à faire dans ce groupe? Sauf si je pense comme eux, que je n'ai pas de système, je n'ai pas de règlement. Je ne veux pas de système. Donc je me dis, ah ça m'arrange, ça marche, comme ça vient. Non, c'est malheureusement un peu lié à des habitudes, Allah Karim. C'est un peu lié à des habitudes, Inch'Allah. C'est un peu lié à des espoirs que je me réfère au bon Dieu. Mais je ne peux pas me référer dans tout et pour tout et à tous les moments
au bon Dieu en disant, bon, le bon Dieu va tout faire. Non, le bon Dieu ne va pas tout faire. Le bon Dieu dit, faites, et moi je serai là. Ou je vous aiderai, ou je vous amènerai. Et s'il ne veut pas amener, c'est qu'il y a des raisons que nous ignorons à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec le fait d'y croire ou de ne pas croire. Ça a avec le fait de savoir quand est-ce que je dois penser au bon Dieu, quand est-ce que je dois penser au travail, et quand est-ce que je dois penser à réfléchir, ou à dormir, ou à m'amuser, ou à voyager. Mais si à chaque fois que je monte, que je descends, je mets dans toutes les causes, bonnes ou mauvaises, le bon Dieu, non, je n'arriverai pas. C'est vrai. Il faut dire aussi que le président a encouragé l'échange commercial entre 3 organisations africaines très récemment. Ouais. Et c'est surtout le jour même de l'inauguration du canal de Suez. Il a encouragé les ministres égyptiens à chercher à mettre en vigueur toutes ces conventions signées entre les 3 grandes organisations africaines. Et par conséquent, l'Égypte participe en ces 3 organisations. Donc c'est pour dire que voilà, nous sommes prêts à faire un pas en avant. Oui. Alors, je vais vous demander une question sur la position de l'Union européenne. Aujourd'hui, après le pari gagné par le chef de l'État, l'Occident a compris que l'Égypte peut vaincre l'impossible à l'ombre d'un commandement sage comme le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, un projet gigantesque qui lui aurait fallu au moins 2 ans ou 2 ou 3 ans, qui a été achevé en 1 an, avec ses célébrités, avec ses festivités et tout. Mais l'Union européenne, en général, Monsieur Wael, elle a été fondée pour des raisons économiques. Est-ce que vous pensez que après l'inauguration du nouveau canal de Suez, y aura-t-il, disons, pas des prétextes, mais y aura-t-il un peu d'excuses, ou y aura-t-il quelques problèmes de la part de l'Union européenne concernant le passage des bateaux qui sera dans les 2 sens, et en parallèle avec une augmentation, bien sûr, des revenus de l'Égypte, une augmentation du trafic maritime égyptien et aussi du trafic maritime international. La position de l'Union européenne va-t-elle changer ou pas? Si vous vous rappelez, en 1867 jusqu'à 1975, lors de la guerre des 6 jours, le canal de Suez a été fermé pendant toute cette année. Et aussi, personne n'a été affecté, ou ils se sont adaptés. Vous comprenez? Et ils ont tout perdu, ils ont perdu au niveau économique. Oui, mais ils se sont adaptés malgré la fermeture du canal de Suez en 1867 jusqu'à 1975. Ah ouais. C'est dont je parle. Oui. Pour eux, ils sont des politiciens, donc en politique, les intérêts se réconcilient. Il y a des nécessités à collaborer de nouvelles relations. Ils deviennent plus prudents par la présence de M. Sisi. Ils disent, ah voilà, c'est un homme du service d'intelligence, donc il faut... C'est un homme de sagesse aussi. Est très sage. Et il sait très bien, il émet toujours des messages par ses vêtements, par ses réactions, par la manière de parler, de s'adresser à qui il y a longtemps qu'on observe très bien Monsieur le Président. Donc ils ont dit, ah voilà, c'est tout différent de X personnes qu'on fait bouger à gauche et à droite selon nos voeux. Et ils se trouvent devant une personne à respecter. Donc en économie, ils ont les rapports économiques en ce temps-là, on dit qu'on perdait des millions de dollars par année pour eux, non pas seulement par nous. Oui. Le fait d'avoir un canal de Suez au centre de l'Égypte, c'est dire que... Un nouveau canal. Un nouveau canal aussi. Donc ce n'est pas seulement le fait de l'achever en 1 an, de l'inaugurer avec toute cette magnifique festivité. Mais en fait, il faut dire qu'ils comprennent très bien qu'il y a une certaine nécessité de ne pas perdre de relation avec l'Égypte. Non seulement pour attaquer, parce qu'ils sont sauvés du terrorisme par les efforts de l'armée égyptienne au Sinaï, mais parce que les échanges en politique nécessitent toujours de réconcilier et de dépasser les temps de crise pour avoir une situation de gagnant-gagnant pour les 2 parties. Oui. Donc, il se trouve devant une personne différente qui est capable de les faire respecter. Oui. En 1 an, une personne qui a changé la politique du pays, qui a changé l'image, qui a bouleversé le monde. Oui, c'est vrai. La donne. La donne, voilà. Mais
Je me permets d'ajouter Oui, à je ce vous que en dit prie. le docteur. Il faut aussi reconnaître que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi est un homme instruit, éduqué, cultivé, qui a fait de hautes études, qui a été quand même faire tout son, comment dirais-je, pas son expérience, mais ses connaissances. C'est parce qu'il a étudié en Angleterre et en Amérique, et que c'était un homme sérieux, et qu'il est allé, et qu'il est monté tous les grades dans l'armée, et qu'il est arrivé jusqu'au sommet, non pas Non, parce et que qu'il c'était... connaît aussi toutes les cultures, puisqu'il il a voyagé beaucoup, puisqu'il a... Donc, Oui. on ne peut pas le comparer aux autres Oui, présidents. bien sûr. Ça, c'est déjà un point très important. Tant mieux. Ensuite, Abdel Fattah el-Sisi a compris une chose, et ça, je l'ai su dernièrement. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour l'Égypte, pour le développement de l'Égypte depuis très longtemps, Oui. pour ne pas dire depuis l'époque de Mohamed Ali. Oui. Mais ces dossiers étaient fermés, étaient mis dans des tiroirs. Abdel Fattah el-Sisi est en train de De revoir. nettoyer ces tiroirs, Oui. et de faire sortir tous ces dossiers et tous ces projets, De reconstruire. et de reconstruire un peu. C'est un peu notre nouveau Mohamed Ali, Oui. si l'on peut dire ainsi. Et on a la chance d'avoir un homme qui est venu au pouvoir par amour, qui est venu au pouvoir par conviction, et qui est venu au pouvoir par un choix général, Oui. et non pas par arrangement ou par ce qu'on appelle chez nous la combine. Et je crois que sa lutte première, et ça je pense que s'il arrive à 50% du résultat, ça va beaucoup changer l'Égypte. On a déjà franchi beaucoup de pas, monsieur Ekrem. Oui, mais je crois que la lutte principale, qui est le fond du tiroir, c'est la corruption. Oui. On Il va... lutte énormément contre la corruption. Oui, d'accord. Vous avez cité tout à l'heure qu'on ne peut pas avancer sans la volonté du peuple. Oui. Et M. Wael, il a cité l'importance de la tenue des élections législatives. C'est une question que le chef de l'État en a parlé Oui. lors de l'inauguration du nouveau canal. Oui. Et dont une question, un point qu'il évoque toujours avec les journalistes, qu'ils soient africains, qu'ils soient Oui. occidentaux, Oui. ou même les journalistes nationaux chinois en Égypte. Oui. La tenue des élections législatives, c'est Oui. le dernier pas pour compléter la feuille de route. Aujourd'hui, le chef de l'État a stressé plusieurs fois sur la tenue de ces élections à la fin de l'année. Je me demande une question, je commence par le peuple égyptien. Oui. Le chef de l'État, il est prêt pour les élections, bien sûr, pour compléter la feuille de route. Tout à fait. Les Égyptiens, les partis politiques. Je répète la question pour la 100e fois Oui. lors de l'émission de direct, puisque je m'intéresse surtout à ce dernier pas. Oui. Le peuple est-il prêt, M. Ekrem, pour la tenue de ces élections? Le peuple est prêt, mais le peuple est quand même, je ne dirais pas dirigé, mais il est indirectement lié aux partis politiques. Et les partis politiques ne sont pas tous d'accord. D'abord, ils sont trop nombreux pour rien. Ensuite, ils changent un mot dans une phrase et ils prétendent être un parti différent. Enfin, on est ou de droite, ou de gauche, ou de centre. On ne peut pas être à 40 000 endroits et 40 000 politiques différentes. C'est où on est de droite, où on est de gauche, où on est au centre. On peut être extrême droite, extrême gauche, mais nous parlons de la normale. Qu'on soit ou de droite ou de gauche, qu'on soit plus nationaliste que capitaliste, qu'on soit plus socialiste que individualiste. Bon, mais ça, c'est des critères qui se rapportent aux éléments personnels des êtres. Mais ça ne devrait pas toucher les institutions. C'est ça ce qui fait la différence entre un pays qui est développé et qui continue son développement et qui maintient son développement et des pays qu'on appelle le tiers-monde et en voie de développement, mais ça fait je ne veux pas dire des siècles, mais moi depuis mon enfance j'entends les pays en voie de développement, les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement, et je ne vois pas de changement. Je ne vois pas vraiment une réalité. Bon, alors quand pour revenir au peuple, si le peuple est prêt, mais le peuple ici n'était pas habitué, et il n'était pas conditionné, et il n'était pas formé pour pouvoir prendre des initiatives, si ce n'est qu'après la Révolution. Et encore, ça n'a été confirmé que lorsqu'ils ont compris qu'il fallait un homme comme Abdel Fattah el-Sisi pour changer la donne de ce pays. Mais ça ne va pas se faire ni en un mois, ni en un an. Il faut toute une génération, parce que c'est toute une éducation. Monsieur Wael, comment donc Je tiens à les souligner, Égyptiens, oui, mais le comment mot les Égyptiens éducation. vont éducation, oui. Oui. Mais comment les Égyptiens vont-ils se trouver devant les partis politiques pour choisir leurs députés
Et est-ce qu'ils sont prêts à le choisir? Comment les partis se présentent-ils aujourd'hui sur la scène égyptienne? Malheureusement, Nous avons 71 partis ou 93. 93 Oui, partis oui. politiques, alors qu'on n'entend que Trois. courant de la mouvance nationale, l'OAF, de Nassim Ahrar. C'est Oui. les trois partis qu'on entend parler aujourd'hui. Et ce problème, c'est qu'on n'a pas encore concilié et on n'arrive pas à préciser définitivement la liste des candidats pour les élections. Et les candidats eux-mêmes sont en train d'aller droite à gauche. Et on dit, ah, voilà, il y a des propositions pour appartenir à telle ou telle équipe ou bien à tel ou tel parti politique. Les partis politiques à l'intérieur souffrent de certains problèmes. On a juste... La bureaucratie. non seulement la bureaucratie, mais on a juste écouté il y a 2 jours que Monsieur X, oui, Oui. est en train de parler de sa démission. Non, Et c'est aussi des rumeurs. Non, non. On va en parler tout à l'heure, des rumeurs qui D'accord. circulent. Mais le sur- fait, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. On ne pense pas à aller un peu en avant, mais on Oui, mais est- c'est normal. À l'approche, plus les élections législatives vont s'approcher, plus il y aura de conflits, à l'intérieur de et à l'extérieur. confrontations. D'accord. Mais c'est- Certainement, oui. oui, mais ajoutant à cela, c'est que on a essayé d'élaborer des articles pour les lois des élections. Et Qui ont peut-être des plus oui, toujours, il n'y a pas de loi qui est adorée par tout le monde et qui est préférée par Oui, tout le mais monde. une loi, c'est une loi, monsieur. Ouais. Oui, une loi, c'est une loi. Donc, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Si je suis faible sur la terre, je ne suis pas capable d'attirer la majorité des personnes ou bien du peuple égyptien, je n'arrive pas, je dis, ah voilà, ça ne me convient pas, il faut changer. Oui. En fait, la distribution géographique des Égyptiens partout sur la carte de la République implique qu'il y a des villes où il y a une grande population et d'autres sur les frontières. Le nombre de personnes est très limité. Vous Donc, parlez de la loi sur le découpage des circonscriptions. D'un côté, oui, Ouais. et aussi la manière d'élire les personnes eux-mêmes. Oui, Et si on va appliquer la liste, quel type D'accord. de liste. Oui. Donc le problème, c'est qu'on a essayé d'élaborer ou bien d'imaginer Oui. un parlement qui est en faveur du peuple égyptien. Mais en D'accord. fait, on aura une certaine forme qui va nous choquer à la fin. D'accord, on va s'arrêter quelques secondes. Vous venez juste de parler du parti Al-Wafd. Nous avons en ligne avec nous un ex-candidat, un ex-membre, un très grand ex-membre du parti de Al-Wafd, Dr Yassine Tagueddine, qui est en ligne c'est avec sûr. nous. Oui. Bonsoir, Dr Yassine. Oui, bonsoir. Merci bien d'être en ligne avec nous ce soir, Dr Yassine. Bonsoir. Merci à vous. J'ai préféré parler les dernières 15 minutes des élections législatives, après surtout l'appel du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, lors de l'inauguration du nouveau canal de Suez, de la tenue des élections législatives avant la fin de l'année. Aujourd'hui, nous écoutons, nous entendons beaucoup de rumeurs qui circulaient. Vous êtes un ex-wafdiste. Et donc, comment vous lisez aujourd'hui ce qui se passe ? Comment vous analysez ce qui se passe à l'intérieur du parti Al-Wafd alors que vous êtes assez loin, mais certainement très attaché puisque vous êtes un wafdiste? Oui, en fait, je suis toujours. Je suis pas un ex. C'est vrai que il y a eu une décision de finir mon appartenance au Wafd, mon Dr Yassine, vous appartenance. pouvez un peu élever votre ton, s'il vous plaît? Oui. Oui. Non, je vous disais que je suis toujours wafdiste. Je suis un ex. Oui, bien C'est sûr. vrai qu'il y a eu une décision de suspendre notre membership au parti, Oui. mais on considère que nous sommes en train nous essayons et espérons qu'on va réussir de réformer le parti Al-Wafd de l'intérieur. On essaye de faire une réforme de structure du parti pour rendre cette structure plus démocratique et en même temps pour mettre fin à une gestion sur le plan politique, administratif et financière qui était catastrophique. C'est la gestion de Dr Saïd El-Badawi, le président actuel du parti. Donc en fait, et c'est vrai que beaucoup de gens pensent que notre attitude actuellement, juste avant les élections législatives,
diminue les chances du parti face à ces élections, face à la compétition dans ces élections. Nous pensons le contraire. Parce que justement, nous avons décidé de faire notre mouvement, notre courant réformateur du WAFD pour sauver le WAFD de la situation actuelle où il se trouve, le parti. Et on pense que affronter les élections avec la faiblesse actuelle des structures du WAFD et la gestion catastrophique, encore une fois je le répète, de l'actuelle direction, sera une catastrophe pour le parti. Le parti n'aura pas le nombre qui correspond à son importance dans le milieu politique et dans la société égyptienne. Docteur Yassine, permettez-moi de vous demander une question très directe. Qu'est-ce qui déchire particulièrement le parti d'Al-Wafd à l'intérieur? Qu'est-ce qui déchire particulièrement le parti d'Al-Wafd à l'intérieur? Qu'est-ce qui déchire? Oui, déchire. Blessure? Non, qu'est-ce qui déchire? Qu'est-ce qui départage le parti d'Al-Wafd à l'intérieur? Ah oui, qu'est-ce qui fissure, oui. Oui, en fait, c'est ça que, comme je vous dis, là, nous jugeons que c'est une mauvaise gestion de la direction actuelle du parti, notamment le président actuel, Dr Saïd El-Badawi. C'est une gestion qui, pendant ce temps, a abouti à quasi faillite. Oui, mais Dr Yassine, mais la gestion avec le chef du parti, elle n'est pas nouvelle. Il est chef du parti depuis longtemps. Non, il est chef de parti depuis 5 ans. Oui. Et nous étions encore d'opposition à l'intérieur de cette direction. Moi, pendant tous ces 5 ans, j'ai été, par exemple, moi-même membre du comité supérieur. Au début, j'étais même vice-président du parti. Et nous étions l'opposition à l'intérieur du parti. Nous avons essayé de redresser la situation. Nous avons essayé d'appliquer des réformes de structure, notamment d'amender le règlement intérieur du parti pour le rendre plus démocratique et pour limiter le pouvoir du président du parti. Mais nous avons été toujours contrés par Saïd El-Badawi et ses partisans. Et puis, lui, la dernière année, il a commencé d'une manière systématique à éliminer ou écarter les wafdistes et amener des gens de l'extérieur, notamment des anciens du Parti national-démocrate de Moubarak, les mettre dans le poste clé au WAFD, le nommant lui-même, alors que nous demandions que tous les postes dans le parti soient issus d'élections, pas de nomination individuelle du président. D'accord. Docteur Yassine, donc vous pensez que l'OAFD sera prêt avant la tenue de ces élections législatives avec tous les efforts que vous déployez en tant que WAFDiste? J'espère bien, nous faisons tout pour ça. Oui. Et nous sommes, au contraire, nous renforçons l'OAFD dans les milieux politiques et dans la population en Égypte. Et on ne l'affaiblit pas, l'OAFD n'est pas fissuré. Au contraire, c'est une preuve de la vitalité de ce parti que de pouvoir se réformer de l'intérieur. D'accord. Merci infiniment, Dr Yassine Tagheddine, pour cette intervention, pour les éclaircissements aussi. Vous êtes ex-membre du parti WAFD et aussi vous êtes toujours WAFDiste. Merci infiniment, Dr Yassine Tagheddine. Voilà, donc c'était un petit éclaircissement, M. Ouel, puisque vous avez juste demandé sur le parti WAFD. C'est normal, bien sûr, aujourd'hui que les réformes qui se font au sein de chaque parti, sans citer les noms, bien sûr, on n'est pas pour ni contre quelqu'un, mais on essaie de donner une image aux chers téléspectateurs. Le plus grand parti, le plus ancien parti en Égypte et qui essaie de se réformer encore une fois avant les élections législatives. On revient donc à la question. Je vous en prie, monsieur. Alors, pour comparer un peu le parti du WAFD au parti socialiste en France.
Marquez, par exemple, juste 2 mots, quand il y a eu les élections et que François Hollande a été élu, il y avait toute une équipe de socialistes, des gens très importants, et depuis qu'Hollande a été élu, on n'entend plus parler d'eux. Pourtant, ils étaient tous très importants, ils voulaient tous le pouvoir. Je pense que c'est ça la différence. Il faut avoir la capacité de comprendre, je crois que c'est le cas de l'Europe et de l'Amérique, quand on a un chef, on le respecte, et le chef ne prend pas le dessus dans le sens qu'il veut éliminer celui-là, mettre celui-là, enlever celui-là. C'est ça les institutions. Les institutions, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire générale qui concerne beaucoup de monde, qui concerne et qui a une notoriété à respecter. Le jour où nous on arrivera à ça, je pense que même nos partis vont diminuer. Parce que le WAFD, moi je me rappelle du temps de Fouad Salahuddin, c'était un parti duquel on parlait, qui avait du respect, qui avait de la considération. Depuis que Fouad Salahuddin est décédé, moi je n'entends que des problèmes du WAFD. Avec M. Awaza, oui, il a gardé un peu son prestige. Un peu. Oui. Après, Awaza est parti. Oui, après le départ d'Awaza. Norman et pas Norman. C'est-à-dire que si vous me demandez aujourd'hui de ce parti, alors que j'ai beaucoup d'amis, je n'arrive pas à comprendre. Ni qu'est-ce qu'ils veulent, ni qu'est-ce qu'ils font, ni à quoi ils veulent arriver. Alors que c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme il l'a dit M. Taqiyuddin lui-même, c'était quand même un parti important, respectable. Très important, oui. Et même dans le monde entier, il avait sa prestance, il avait sa valeur, il avait sa contribution. La voix du peuple. Oui. C'était la voix du peuple. Une dernière question, puisqu'on n'a plus que 2 minutes. Est-ce que la compétition ou la concurrence entre les générations, la différence d'âge à l'intérieur des partis, constitue-t-elle un grand problème pour les partis en Égypte? Les grands chefs de parti, l'âge, sans citer les noms bien sûr, et les jeunes qui essaient de prendre un peu la relève, comme l'avait demandé le chef de l'État, que c'était aujourd'hui le tour aux jeunes. Oui, aujourd'hui c'est le tour des jeunes. Et certains partis politiques, certains chefs des partis politiques ont eu la décision mûre de se retirer de la scène, mais de diriger, d'être des conseillers pour le parti. Oui. Et c'est très beau, c'est formidable de donner la chance aux jeunes d'agir et de comprendre. Oui, il faut dire, ah voilà, si Abdel Nasser a été à la tête du pouvoir à l'âge de 33 ans, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc on a besoin de la compétence et l'expérience des conseillers et pour aider les jeunes à éviter les fautes des autres. D'accord. Les préparer, les préparer à prendre la relève. Parce que je dois quand même insister pour dire, quand vous êtes jeune, vous avez des idées de tonnerre. Quand vous êtes jeune, vous avez toute la fougue nécessaire, mais quand vous avez 30 ans, vous ne réfléchissez que pour 30 ans. Oui, vous avez beau avoir tous les diplômes du monde entier, il faut que vous dépassiez 40 ans pour qu'on dise vous avez quand même vécu une demi-partie de votre vie, si vous allez vivre 80, ce qui est déjà un âge bien avancé. Alors à partir de là, est-ce que tous les jeunes comprennent ça? Est-ce que toutes les personnes âgées acceptent cette collaboration? Oui. Ils vont l'accepter. Ils doivent l'accepter. Oui, certainement. Voilà, donc, je tiens à vous remercier déjà, puisque malheureusement, c'est la fin de l'émission. Monsieur Ikram Zalat, vous êtes écrivain et critique de politique. Merci infiniment. Merci à vous. Monsieur Wael Fouad, vous êtes politologue et analyste politique également. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Donc, c'est la fin de cette édition de Direct. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Je vous rappelle, inauguration du canal de Suez, l'Égypte, et toujours, figure aujourd'hui, plus encore, parmi les grands de la Cour. Attendez-nous avec de nouveaux épisodes pour parler des élections législatives en détail à fin de l'année. Merci à tous, très bonne soirée.